Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler, alors évidemment je vais pas être très original puisque je vais vous parler d'un film de Bruce Lee et que je pensais que j'allais pas y revenir, mais j'ai redécouvert, j'ai montré plus exactement un des grands classiques de Bruce Lee, donc à ma femme, qui est chinoise, parce qu'elle avait jamais vu un film de Bruce Lee, et je voulais lui montrer un film de Bruce Lee comme ça un peu emblématique, et je lui ai montré celui qui a eu en fait le plus de succès à travers le monde chinois, qui a fait le plus d'entrées et qui est pas forcément le plus reconnu chez nous et qui est très apprécié chez eux. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Donc il s'agit de La Fureur du Dragon, qui fait partie, selon moi, personnellement, de mes Bruce Lee préférés. Je vous ai bien évidemment dit, je vous ai dit toute mon admiration sur mon film préféré de Bruce Lee, qui est Big Boss, et sur mon autre film préféré de Bruce Lee, qui est Le Jeu de la Mort de Bruce Lee, hein, pas le 78, mais la version 72, qui existe à la fois dans les documentaires, qui a été remonté dans les donc sous forme de court-métrage en fait, hein, donc les 3 derniers combats montés à travers les 3 documentaires, donc Warrior Journey, Bruce Lee in God et tout récemment The Final Game of Death. Donc c'est vraiment j'ai une fascination pour ce film qui n'a jamais vraiment existé, mais dont on voit quelques morceaux et ça aurait été absolument incroyable en termes de réalisation, de thème, de profondeur philosophique, tout ce que vous voulez, d'arts martiaux, etc. Voilà, c'est un des grands films, c'est une des plus grosses frustrations cinématographiques de ma vie de cinéphage, de cinéphile. Mais il y a un autre film qu'il a réalisé donc un an avant, et donc c'était La Fureur du Dragon, qui était un petit peu son coup d'essai, qui était son premier film. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de défauts. C'est pour ça qu'il a voulu aussi changer de ton par rapport à Big Boss et la Fureur de Vaincre, qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus patriotique. Là, il revient à quelque chose de beaucoup plus de. Il parle vraiment d'arts martiaux. Il parle de héros qui se battent dans un colisée à la fin. Voilà, donc il est tourné en Italie, donc il y a ça, c'est assez. Euh, c'est assez profond en fait dans la manière dont il a voulu dépeindre finalement la vie d'un immigré chinois qui débarque dans un univers très ancré dans le monde occidental, hein, puisque c'est l'Italie, hein, c'est un petit peu le berceau de l'Europe, enfin un des berceaux de l'Europe avec la Grèce ou la France. Voilà, c'est quand même des berceaux civilisationnels très importants, et il en joue, il en a conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est justement la la dichotomie entre ces deux cultures, et à la fois ce conflit intérieur qu'il exprime, puisque Bruce Lee était un Chinois de Hong Kong, mais né aux États-Unis, qui a grandi à Hong Kong, qui a ensuite vécu aux États-Unis, qui est revenu à Hong Kong en tant que superstar. Donc il y a cette dualité et qui est très importante et qui transparaît en fait dans le film. On a l'impression de voir une espèce de petit film une petite comédie d'action, enfin un film de kung-fu matiné d'un personnage un peu bouffonnesque, un peu comique comme ça. Donc là, voilà, Bruce Lee voulait aussi casser un peu l'image qu'il avait de super-héros chinois à la Chang-Chi et ramener un personnage beaucoup plus rigolard, un chinois voilà, un campagnard chinois pas très cultivé, voilà, qui pense qu'à s'entraîner toute la journée, qui est pas très fin, qui arrive pas à admirer la beauté des décors et des monuments à Rome, voilà, qui est un plouc, hein, entre guillemets, un plouc. Donc il critique beaucoup à la fois le chinois profond, ce qui est déjà assez couillu. Voilà, il y a quand même, il y a, à la fois c'est un personnage profondément bon, sympathique, bienveillant, mais qui est pas qui est pas très finot, quoi, qui est un peu un genre de barbare, un peu qui est pas très fin. Donc il le fait très bien, parce qu'il y a un bon équilibre justement entre les deux, le côté héros et puis le côté critique du héros. Donc c'est pas mal. Et ça m'a vraiment d'autant plus frappé en le voyant, en le montrant à ma femme, alors qui n'avait jamais vu de film de Bruce Lee de sa vie, hein. Elle est beaucoup plus jeune que moi, elle a grandi avec d'autres types de films, elle connaît pas trop le cinéma de Hong Kong, etc. Donc Bruce Lee, et enfin, personnellement, ça a été pour elle une expérience assez formidable et à la fois très compliquée, parce que elle a vraiment ressenti ce qu'était Bruce Lee à travers l'énergie que le film transmettait et ce qu'il voulait raconter. Alors nous, ça nous parle pas beaucoup en fait quand je vous dis ça, parce que en fait, en le voyant avec notre regard occidental, on voit simplement l'histoire d'un petit Chinois un peu qui vient voilà. Protéger le restaurant de sa cousine et qui vient tuer les méchants à Rome. Enfin voilà, nous on a une vision très binaire, alors qu'en fait elle m'a expliqué que tout ce que dépeint Bruce Lee dans le film est vraiment beaucoup plus profond pour un Chinois. D'où qu'ils viennent, hein, qui soit de Chine continentale, de Hong Kong, de Taïwan ou du monde entier. Elle m'a fait comprendre qu'en fait ce film
en tout cas c'est ce qu'elle a ressenti, parlait à la psyché culturelle chinoise, quoi. Et il a réussi à capter ça, et a aussi à capter à travers son parcours cette dualité entre le fait d'être chinois et le fait de vouloir aller vers l'Occident. Et elle a vraiment ressenti ça dans le film. C'est vraiment imprégné pour elle de ça. À travers, on l'a vu évidemment en mandarin, parce que le film a été tourné en mandarin. Hein, les films étaient tournés en mandarin à l'époque, donc je lui ai montré la version en mandarin, complète, voilà, totale. Notamment, cette fameuse scène de la trahison de l'oncle, hein, où pareil, ça c'est un truc très 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 important dans la psyché chinoise. C'est quelque chose dont on parle. On n'a pas forcément c'est pas forcément tabou, mais disons que tout le monde le sait un petit peu, que l'argent domine et qu'il y a parfois les anciens trahissent et trahissent même les plus jeunes, et ça s'est vu dans l'histoire de Chine, etc. Mais c'est des choses qu'on met pas beaucoup en avant parce que justement ça égratigne un peu on va dire la structure même du pays et de la civilisation. Donc c'est pas un tabou, mais c'est quelque chose de très courageux en tout cas de l'avoir fait. Elle a trouvé ça très courageux d'avoir fait ça. D'ailleurs c'était une scène qui était coupée, la trahison de l'oncle, hein, dans la version française de René Château. C'était un truc qui s'avait complètement enlevé, alors que c'est fondamental au niveau de ce que le film raconte. La peinture des immigrés chinois qui viennent vivre et qui essaie de s'en sortir dans un pays qui n'est pas le leur, hein, à travers la peinture sociale de ce petit restaurant de chinois implanté au cœur de Rome, qui est en proie avec les dealers, les gangsters, etc., etc. Donc la trahison de l'oncle, la scène du Nouvel An chinois aussi, avec les enveloppes rouges, etc., qui lui a beaucoup parlé. Elle a trouvé que c'était très 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 bien filmé, très très bien fait, et que en fait ça lui a parlé, quoi. Ça lui a parlé. Elle a trouvé qu'artistiquement c'était beaucoup plus intéressant en fait que d'autres films que je lui avais montrés, notamment de Jackie Chan, en tout cas beaucoup plus profond. Elle a vraiment ressenti, elle m'a dit, Jackie Chan, je ressens que c'est, alors elle n'a pas vu 500 000, mais c'était vraiment un peu comme un opéra. Elle voyait les films de Jackie Chan un peu comme un opéra chinois, un pur film de spectacle, alors qu'avec Bruce Lee, elle décelait vraiment quelque chose de plus profond, culturellement et philosophiquement, au niveau de la psyché et de la mentalité chinoise, quoi. Donc c'était très intéressant d'avoir cette vision, et c'est vrai que quand on y pense, même si nous on voit une histoire toute simple, toute bête, voilà, d'un petit chinois qui débarque à l'étranger pour sauver son oncle et pour tuer des méchants, en fait il y a quelque chose de beaucoup plus profond à travers plein de petits détails, plein de petits dialogues, notamment par exemple moi ma copine, enfin ma femme pardon, habite en France depuis un certain nombre d'années. Et elle a voyagé dans le monde entier, et elle a été confrontée aux mêmes choses que vit Bruce Lee au début dans l'aéroport, où il est perdu, où il commande des plats au restaurant qu'il arrive pas, où il sait pas vraiment ce que c'est, les gens le regardent d'une manière un peu bizarre, il sait pas comment se comporter avec les occidentaux. Donc toutes ces scènes en fait elle les a vécues elle, dans la vie. Donc c'est quelque chose d'assez universel en fait pour un Chinois qui voyage à l'étranger, par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'il a vraiment qu'il a compris, qu'il a capté, et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'en fait le Bruce Lee avait capté quelque chose de la psyché chinoise qu'elle avait rarement vu en fait dans un film, et du coup ça l'a d'autant plus touché. Et puis on peut rajouter aussi le vernis aussi martial. Alors ce qui c'est pas forcément la chose qu'il a le plus on va dire qui lui a le plus parlé, puisque c'est pas forcément le genre de film qu'elle aime. Elle a beaucoup plus été touchée par tout ce que je vous ai dit avant, mais par exemple on peut y voir aussi le côté à la fin, le combat dans le Colisée qui paraît bateau maintenant avec le recul, mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, Bruce Lee affronte un combattant occidental dans une arène, de gladiateurs, dans un colisée, voilà, très symbolique aussi. Et à la fin du combat, il est forcé de le tuer, et il n'y a pas ce côté revanchard chinois patriotique qu'on pouvait retrouver surtout dans La Fureur de Vang, dans le film d'avant, mais au contraire, il y a une espèce d'amertume dans le fait d'avoir tué ce combattant, et il y a ces petits cris comme ça, ces petites musiques un peu démoniaques qui arrivent comme ça dans le fond au moment où il le tue, et le regard de Bruce Lee, la tristesse qu'il a dans son regard, et puis le respect ensuite qu'il a envers le combattant qu'il a tué, en lui mettant son kimono sur le visage, etc., et en lui déposant sa ceinture dessus. Donc il y a quand même ce côté respect de l'adversaire,
respect de l'ennemi. Une fois qu'on a tué l'ennemi, on ne lui crache pas dessus, on ne le piétine pas, on lui rend honneur, on lui rend hommage parce qu'il s'est battu loyalement dans une arène, etc. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est formidable dans le film aussi. En fait, finalement, c'est peut-être presque plus le fond qui est important que la forme. Même si en fait, en le revoyant, c'est vrai que la forme pour un coup d'essai, hein, pour un premier film, c'était quand même pas mal du tout. Il y a quand même des moments avec des zooms, des cadrages, des petits travelling, des petites choses, des angles de caméra, des plans larges, des plans serrés qui sont quand même assez bienvenus et assez bien faits. Il y a plein de défauts, notamment les scènes tournées à Rome, puisqu'en fait il a tourné, je crois, pendant 7 ou 10 jours à Rome sans autorisation. Je crois que même la scène du Colisée, il l'avait tournée en loose day, super tôt le matin avant que les touristes arrivent pour le visiter. Et ils avaient négocié apparemment avec le gardien de l'époque, il avait filé un petit billet, et puis ils ont eu le droit de filmer quelques scènes dans le Colisée qui sont formidables avec le pompage de Sergio Leone derrière au niveau de la musique. Et puis par contre évidemment toutes les scènes tournées, le combat a été tourné en studio par contre, hein. Ils ont recréé le Colisée en mettant une photo derrière, etc. Mais c'est plutôt bien fait pour l'époque, honnêtement. Maintenant ça a un peu vieilli. Le film a un peu vieilli, les acteurs sont pas toujours parfaits, surtout les acteurs occidentaux, ils ont des gueules pas possibles et tout, mais si on se remet dans le contexte de l'époque et si on se met du point de vue d'un Chinois, en fait, j'ai une autre vision du film maintenant. Donc je voulais pas forcément en parler parce que c'était pas forcément moi c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais découvert, c'est un des premiers Bruce Lee que j'avais vu, je l'avais vu juste après Big Boss. Je l'avais eu en DVD René Château à l'époque, donc je connaissais cette bonne vieille version coupée et avec des accents, il refaisait les accents chinois pas possible hein, au niveau du doublage, enfin c'était une catastrophe, mais c'était assez culte, voilà, La Fureur du Dragon, je l'aimais bien. Parce que c'est beaucoup plus léger que ceux d'avant, il y a des moments qui sont un peu violents et tout, mais dans l'ensemble, il y a quand même une légèreté comme ça qui traverse le film, à travers ce personnage de Bruce Lee qui est un peu bonnet mais qui est très très drôle aussi. Pareil, elle a vraiment je voulais vraiment lui montrer un Bruce Lee qui était pas forcément l'archétype absolu de Bruce Lee, qui était aussi un personnage un peu décalé où il se moquait un peu des Chinois ou de lui-même, etc. Il y avait un petit recul, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et puis évidemment aussi ce qui était assez agréable aussi à constater, c'est que par exemple la fameuse scène du nunchaku où il affronte les mecs dans la cour, etc. Il y a une espèce d'iconisation comme ça directe du personnage où elle m'a dit ah mais je comprends pourquoi maintenant en voyant cette scène je comprends pourquoi il a imprimé l'écran et il a vraiment marqué des générations de Chinois et puis même de gens du monde entier et tout. Elle comprend pourquoi ça a eu un impact comme ça. Mais c'est intéressant du coup quand parce que nous on en parle de notre point de vue à nous d'occidental, mais c'est intéressant d'avoir la perception chinoise, hein, qui finalement c'était des films chinois, donc c'est quand même très important d'avoir cette perception-là. Et donc j'ai redécouvert complètement le film à travers les yeux de ma femme chinoise. Et alors. Je vous invite pas à en faire autant, mais parfois c'est un truc que je dis par moment aux gens qui arrivent pas forcément à comprendre les autres cultures et qui n'ont pas forcément voyagé. Et là, en l'occurrence, la culture chinoise que je connais bien pour y avoir vécu, et puis parce que c'est un pays et c'est une culture finalement plus qu'un pays, c'est une culture avec qui je cohabite depuis des décennies, enfin depuis des années, avec lesquelles j'ai grandi. C'est vraiment le pays que je connais le mieux après mon pays qui est la France. Et je dis toujours aux gens d'essayer de décadrer un peu leur point de vue parce que par moment ils peuvent, comment dire, il faut un petit peu sortir de cette espèce d'occidentalisation, de ce côté occidentalo-centré, quoi. C'est-à-dire que c'est une autre culture avec un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, et par moments des choses qui nous paraissent aberrants ou c'est chez eux c'est complètement normal, quoi. Et donc nous qui aimons le cinéma asiatique et qui le défendons et on défend cette idée quand même. C'est pas simplement de regarder des films asiatiques et de les collectionner comme ça bêtement. On essaye aussi de comprendre la psyché, de comprendre l'histoire, la culture, de ces films qu'on investit, quoi, de cette cinéphilie qu'on investit. Et moi, c'est toujours un peu ça que j'essaie d'amener. Alors malheureusement, ça marchera pas parce que je constate que les gens n'arrivent pas à se décentrer ou n'arrivent pas à être assez curieux
pour voir les choses d'une autre manière. Et c'est la grande tragédie d'ailleurs des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont du coup une vision beaucoup plus large du monde et des choses et des points de vue et qui n'arrivent pas à retranscrire ça et à l'expliquer aux gens puisqu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Mais je pense que c'est un petit peu notre devoir, nous, fans de cinéma asiatique aussi, d'exprimer le point de vue. Alors, on peut pas évidemment se mettre à la place des Asiatiques, mais on peut en tout cas essayer de comprendre et d'amener un autre point de vue et d'essayer d'expliquer leur point de vue aussi. C'est pas évidemment l'attrait principal de ça, mais ça fait partie du package quand on aime le cinéma asiatique de mon point de vue. Voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais comme je trouve, par exemple, je le citais par exemple souvent, je trouve que alors je ne me mets pas du tout à ce niveau-là, mais un critique que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Baptiste Torret, c'est quelqu'un qui analyse vraiment le cinéma au niveau de la grammaire, au niveau de la narration, au niveau de plein de trucs, et en même temps il met en perspective le point de vue du réalisateur ou des producteurs ou des gens qui ont fait le film, mais par rapport au pays dans lequel il a été produit, à l'époque aussi. Notamment, il le fait avec moi, j'ai appris plein de choses sur le cinéma italien et j'ai même creusé l'histoire de l'Italie un petit peu de l'époque grâce à lui. Parce que je me suis dit que finalement, bah voilà, d'un point de vue italien, ces films ont un intérêt beaucoup plus important quand on voit des poliziotesco des années 70 en connaissant un petit peu le background historique de l'Italie de l'époque, bah c'est encore plus intéressant. Ça apporte une couche supplémentaire. Et ben c'est un petit peu ça que j'essaie d'amener avec modestement avec le cinéma de Hong Kong et donc la culture chinoise, parce que pour moi le cinéma de Hong Kong, qu'on le veuille ou non, fait partie de la culture chinoise, même si c'est beaucoup plus complexe et on est beaucoup plus dialectique au niveau de ce que ça a été, mais ça fait quand même partie de ça. Et c'est un petit peu dommage, des fois je trouve ça un peu dommage qu'on reste uniquement sur nos points de vue occidentaux et qu'on n'essaie pas justement d'aller un peu plus loin et de parler de cette culture et de ce pourquoi ça a été fait et de voir un peu les choses différemment. Donc voilà, je dérive un petit peu par rapport au film, mais c'était pour vous exprimer un peu mon point de vue par rapport à ça, et c'est ce truc de se décentrer qui est, je pense, important pour comprendre des films qui viennent pas forcément de nos cultures. Alors après, vous pouvez en avoir rien à foutre et puis prendre les trucs pour ce qu'ils sont, et ça c'est cool aussi, hein. Mais moi, ça ne me suffit malheureusement pas. J'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, c'est pour ça que j'ai voyagé, c'est pour ça que je suis parti vivre là-bas, c'est pour ça que j'ai fait tout un tas de choses pour comprendre, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. En tout cas, voilà, c'était une vraie redécouverte. Je vais essayer de lui faire découvrir d'autres films de Bruce Lee pour voir ce qu'elle en pense, et pour voir ce qu'elle peut me dire par rapport à ça. Ce sera toujours très intéressant. J'adore regarder des films de Hong Kong avec ma femme, parce que ça, comme elle est chinoise vraiment, et en plus elle ne connaît pas forcément ce cinéma, elle a un œil complètement neuf par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, ben, je vous laisse là-dessus. J'ai été beaucoup trop long encore une fois. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bruce Lee, tel que vous ne le verrez jamais plus dans La Fureur du Dragon. Le seul film écrit, produit et mis en scène par Bruce Lee. Bruce Lee affronte les plus grands spécialistes mondiaux.
Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Bob Wall, champion du monde professionnel, et Wang Hing-sik, 7e dan de Aïkido. La fureur du dragon. Vous assisterez au plus grand combat moderne de tous les temps, dans la plus grande arène antique, le Colisée de Rome.